Au début de l'année, notre professeur de cinéma Monsieur Devels nous propose de participer comme chaque année au festival du premier roman. Ce festival qui met en avant de nouveaux auteurs nous permet d'écrire nos scénarios en nous inspirant librement de leur premier roman. Après la lecture de plusieurs livres, nous pouvons donc en choisir un et l'adapter comme il nous plaît. Nous nous mettons en groupe par affinité et par état d'esprit de travail. En attendant, Bojangle est un roman qui nous plaît à tous par sa richesse. Il traite à la fois de l'amour, de la tendresse, de la maladie, de la folie, de la tristesse et de la joie. Après lecture du livre, nous nous retrouvons en cours pour partager nos idées et commencer l'écriture du scénario. Nous sommes tellement inspirés que les idées fusent dans tous les sens. Il est parfois difficile de se concentrer et de se mettre d'accord. Nous avons alors l'idée de commencer le court-métrage dans une pièce complètement blanche, dans laquelle apparaîtraient des meubles, des objets de couleur et les personnages. Cette pièce représenterait la reconstruction du souvenir du petit garçon, de manière onirique. De là est née l'idée de notre premier scénario qui consiste à nous replonger dans les souvenirs de l'enfant. Cette idée a évolué mais reste présente dans la séquence de pixelation de la version finale du court-métrage. Cette idée devient aussi un fil conducteur et c'est ce qui nous manquait pour diriger l'écriture du scénario. Nous aimerions trouver des procédés qui puissent retranscrire à l'écran la folie du roman adapté. Nous décidons de nous inspirer de différentes vidéos et films que nous connaissons. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe, eager jump so high. L'une des plus grosses difficultés de l'adaptation du roman En attendant Bojangles est de rendre compte de la folie de la mère à travers le scénario. Dans le livre, cette folie est une maladie puisqu'elle s'avère être la bipolarité. Nous décidons d'adapter cette maladie de manière métaphorique à l'écran et inventons alors la maladie de la confettiolite. Une maladie qui se manifeste par des taux incontrôlables de confettis et une humeur délirante. Nous avons alors très rapidement l'idée de la fin du court-métrage. La mer pourrait exploser en 1000 confettis. Le personnage de la mère représente la folie, l'amour mais aussi la mort. Nous lui attribuons d'ailleurs une couleur, le rouge qui peut faire écho au sang, à l'amour, à la passion et à l'énergie. Elle est aussi très liée à Simon, le poisson rouge. Le père représente la réalité. Il est le seul à avoir conscience de ce qui se passe réellement. Il est caractérisé par les couleurs jaune et bleu. Il est à la fois festif et joyeux mais aussi réaliste et sage. Le jaune est aussi la couleur du mensonge. Le père cache en effet la réalité à son fils pour le protéger. Max représente l'imagination, la joie et l'amour pour ses parents. Il a une vision enfantine de la réalité qui s'accorde avec la folie. Max est souvent de toutes les couleurs, il est le résultat de ses deux parents. Il est un enfant plein de vie et d'énergie. Nous nous répartissons les tâches afin de travailler le plus efficacement possible. Nous nous y mettons un maximum à l'avance. Nous commençons dès novembre à réaliser des affiches de casting que nous postons sur différents réseaux sociaux. Nous recevons suite à cela un nombre important de réponses à notre recherche d'acteurs. Nous organisons des castings vidéo avec chacun des candidats ayant retenu notre attention, ce qui nous permet d'avoir un premier contact avec eux et de faire une première sélection. C'est ainsi que nous décidons de choisir Julia comme actrice, même si cela implique qu'il faudra payer ses trajets en train. Julia habite en effet à Paris. Face à ce problème budgétaire, nous décidons de créer une cagnotte sur le site internet litchi.com. Celle-ci nous permettra de payer les trajets en train de notre actrice, mais aussi la nourriture que nous allons consommer pendant les tournages, les costumes des acteurs, les éléments de décoration et la location du matériel. Trouver les lieux de tournage est une autre difficulté que nous rencontrons. Arthur nous propose donc d'aller faire un tour au théâtre de ses grands-parents. Le lieu nous plaît énormément, la salle est spacieuse et modulable à notre goût. Nous arrivons plus facilement à visualiser le décor et le théâtre est libre durant toute la durée de notre tournage. Nous passons des après-midi à chiner dans les boutiques de seconde main, à chercher des meubles, des vêtements, de la déco et des accessoires. Nous nous attribuons des rôles pour le tournage quelques semaines avant qu'il commence. Chacun a pu alors se concentrer sur des tâches plus adaptées à son propre rôle.
Au premier jour programmé sur notre plan de tournage, nous arrivons au théâtre assez tôt, les bras chargés de planches, papier peint, colle, visseuses, prêts à bricoler. Nous commençons par débarrasser le théâtre, ranger, nettoyer et installer la partie que nous avions réservée pour le matériel. Une fois la pièce vidée de tous ses meubles, nous commençons les travaux. Nous avions décidé de créer un décor sur mesure en fabriquant un mur amovible. Nous passons la journée à fabriquer un décor et à meubler la pièce. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. Le plus gros challenge est de gérer Cyrus, notre jeune acteur. En effet, le petit garçon est âgé d'à peine 8 ans. Il est plein d'énergie et ne demande qu'à la dépenser, mais le travail de pixelation demande patience et immobilité. Nous mettons donc en place une technique qui s'est avérée très utile lors de notre dernier tournage avec des enfants, les bonbons. Et c'est désespéré que nous constatons que cette astuce ne fonctionne pas toujours avec Cyrus. Nous faisons alors des pauses régulièrement pour le distraire, jouer aux cartes avec lui, l'emmener faire du skate, lui préparer des tartines, etc. Toutes ces choses que nous n'avions pas prévues lors de la préparation de tournage. La pixelation se déroule bien, mais le travail est fastidieux. Pour 2 minutes 20 de film, nous prenons plus de 800 images à retoucher une par une en post-production. Pendant le tournage, nos rôles sont bien définis. Une personne s'occupe du script et du clap, une autre personne s'occupe de prendre le son, une autre le cadre et la réalisation, une autre s'occupe de la lumière, une autre personne s'occupe des acteurs, et la dernière s'occupe de la régie. Nous commençons le montage mi-mars en parallèle avec le tournage, celui-ci étant étalé sur plus d'1 mois. Nous faisons d'abord une sorte de bout à bout des plans, séquence par séquence, en synchronisant les images avec les sons pris avec le micro-enregistreur. Cette étape ne nous prend pas trop de temps finalement parce qu'Emma, la script, avait bien noté les références des plans sur la caméra et sur le micro. Elle avait aussi bien noté si les plans étaient réussis ou non. Nous savons alors tout de suite à quel son correspond chaque plan et nous ne perdons pas de temps à tout regarder à nouveau. Les acteurs ont également très bien joué leur rôle, nous n'avons pas de problème de mauvais jeu, ce qui facilite le montage. Nous décidons de trouver des musiques qui correspondront à l'ambiance que nous souhaitons retranscrire. Les musiques nous paraissent très importantes. Elles nous plongent dans une émotion lors du montage et permettent d'en déterminer le rythme. Nous décidons d'utiliser des musiques non libres de droit, même si cela est une barrière à la diffusion du court-métrage. Nous passons alors de longs moments en groupe à proposer des musiques et à les écouter ensemble. Nous terminons le montage mi-mai, après de longues journées de travail. Nous avons remis plusieurs fois le montage en question et l'avons recommencé parfois depuis le début. On est très heureux d'avoir mené ce projet à bout et content de pouvoir le partager aujourd'hui.